Les applaudissements ont commencé avant même que je comprenne ce qu'elle venait de dire. Ma mère a levé une liasse de papier sous les lumières éclatantes de la fête. Elle avait l'air si fière quand elle a annoncé. Nous leur donnons cette maison. Toute la pièce s'est mise à applaudir. Ma sœur s'est mise à pleurer, mon père rayonnait. Moi, je suis restée assise. Je serrais mon verre si fort qu'il me semblait peser une tonne. Personne ne m'a regardé. Personne ne semblait se souvenir que c'était moi qui m'étais occupée de cette maison pendant les 6 dernières années. Je me suis dit de respirer. J'ai essayé de sourire, de rester à ma place. Mais dès que ma mère a posé les papiers, j'ai senti quelque chose changer. Une sensation nette, silencieuse, et je savais qu'elle ne le resterait pas longtemps. Je croyais autrefois qu'aider ses parents, c'était simplement ce que fait un enfant devenu adulte. Pas besoin de projecteur ni de récompense. On fait ce qu'il faut, on l'intègre à sa vie, c'est tout. Tout a commencé il y a 6 ans. Les heures de travail de mon père ont été réduites, et les mains de ma mère sont devenues si raides qu'elle ne pouvait même plus tourner correctement un volant. Il ne pouvait plus payer le crédit immobilier. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai ouvert mon ordinateur, accédé à mon compte bancaire et mis en place un virement automatique. Le premier mois a été difficile. Le deuxième semblait inévitable. Au bout de 6 mois, je n'y pensais même plus. C'était comme le bourdonnement du réfrigérateur. Toujours là, en arrière-plan. Tous les 30 jours, mon téléphone émettait un son pour signaler le paiement. Il n'y a jamais eu d'appel pour dire merci. On n'en parlait pas. Parfois, ma mère disait combien ils avaient de la chance d'avoir encore un toit au-dessus de la tête. Je hochais simplement la tête. Je ne lui ai jamais dit que leur chance avait un nom et un numéro de compte bancaire. Ce schéma avait commencé bien avant que je paie leurs factures. Quand j'ai terminé mes études, mes parents m'ont donné une carte au petit déjeuner. Dans une petite enveloppe, il y avait une facture de 65 €. Ma mère m'a dit qu'ils étaient fiers. Mon père m'a serré l'épaule. Je n'attendais rien d'extraordinaire. J'avais déjà appris à ne pas espérer grand-chose, à être simplement celle sur qui tout le monde peut compter. 3 ans plus tard, c'était au tour de ma sœur d'obtenir son diplôme. Ils ont organisé une grande fête dans le jardin, avec des guirlandes lumineuses accrochées aux arbres. Il y avait un gâteau raffiné et de la musique forte diffusée par des enceintes louées. Toute la famille était installée sur la pelouse. À la fin de la soirée, mon père a levé un trousseau de clés devant elle. Il les tenait de façon à ce que le soleil les fasse briller. Ta nouvelle voiture est devant la maison. Tout le monde a crié et applaudi. Ma sœur a pleuré sur son épaule. J'ai applaudi avec les autres, comme si je ne sentais pas cette pierre lourde dans ma poitrine. C'était toujours elle qu'on regardait. Celle qui faisait rire tout le monde. Moi, j'étais celle qui organisait, préparait les repas et réglait les problèmes avant même que quelqu'un ne les voie. Ma mère disait aux gens que je n'avais pas besoin d'attention, comme si c'était un compliment. Comme si ne rien vouloir signifiait n'être rien. En grandissant, la différence entre nous est devenue encore plus évidente. Ma sœur passait d'une passion à l'autre, changeait de travail, fréquentait différents hommes. Mes parents l'appelaient tous les jours, matin et soir. Si elle manquait une échéance, il la réglait pour elle. Si elle dépensait trop, il lui envoyait davantage d'argent. Si elle pleurait, tout s'arrêtait pour l'aider. Mais quand je payais leur crédit immobilier, quand je modifiais mes propres projets, quand je renonçais à des vacances pour économiser, je ne disais rien. Ils ne disaient pas aux autres combien j'étais formidable. Ils ne me demandaient jamais si j'allais bien. J'étais comme une poutre soutenant un bâtiment qui ne m'appartenait même pas. On ne sait pas toujours quand les choses changent. Certains moments sont si silencieux qu'on ne les entend pas. Pour moi, c'était ce jour-là dans le jardin, quand j'ai vu ma sœur lever ses clés et que tout le monde a applaudi. C'est à cet instant que j'ai enfin compris mon rôle dans cette famille. Ce n'était pas encore de la colère. Mais j'ai vu clairement où était ma place. Environ 3 mois après le mariage, tout semblait revenir à la normale. J'ai essayé de me convaincre que l'annonce concernant la maison n'était qu'une chose de plus à ignorer. Puis ma sœur m'a envoyé un message pour m'inviter à dîner. Elle disait que ce serait simple, juste nous. Mon mari et moi avons roulé jusqu'à la maison, sa maison désormais. La lumière du porche diffusait une chaleur douce dans la nuit sombre. À travers la fenêtre, je voyais ma mère accrocher de nouveaux rideaux. Ils étaient couleur crème maintenant, remplaçant les bleus qu'elle utilisait depuis longtemps. Ma sœur parlait dans la cuisine, d'une voix heureuse et assurée, comme si elle avait toujours vécu là. La table était dressée quand nous sommes entrés. Il y avait un rôti de bœuf et des petits pains frais. Dans la pièce voisine, un match passait à la télévision. Mon père a donné une tape amicale dans le dos de mon mari. Puis il m'a regardé avec un sourire qui sonnait faux.
Je me suis assise exactement là où on me l'a dit, entre mon mari et mon père. Comme toujours. Sauf que la maison n'appartenait plus à mes parents. Elle ne m'appartenait pas non plus. Elle appartenait aux deux personnes qu'ils avaient choisies. Nous avons mangé en parlant de choses banales, comme un voyage à Hawaï et différentes couleurs de peinture. Ma sœur expliquait qu'elle voulait installer un brasero dans le jardin, parce qu'elle en avait toujours rêvé. Elle gesticulait avec enthousiasme en parlant. Ma mère la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Quand les assiettes furent vides, ma mère joignit les mains et échangea un regard avec mon père. C'était un signal. Mon ventre se noua. Nous voulions te parler de quelque chose, dit-elle d'une voix douce, presque répétée à l'avance. Ton père et moi réfléchissons à la suite. Mon père hocha la tête. Puisque cette maison leur appartient désormais, il nous faut un endroit calme où vivre. Ma mère inspira profondément, comme si elle prononçait enfin une phrase préparée depuis longtemps. Nous avons décidé d'emménager dans votre maison de vacances. Elle l'annonça comme on parle d'un simple projet de week-end. Elle ne me demandait pas mon avis. Ce n'était pas une question. La décision était prise. La pièce devint silencieuse. Ma sœur gardait les yeux baissés vers son assiette. Mon mari bougea légèrement sur sa chaise, attendant ma réaction. Je posai ma fourchette bien droite contre le bord de l'assiette. Mes mains ne tremblaient pas. Je pris une lente inspiration. À l'intérieur, quelque chose que je connaissais trop bien venait de se fissurer. Je n'étais pas surprise. Je voyais simplement la vérité. Ils avaient déjà décidé de la place que j'occupais dans leur vie. Ils l'avaient toujours fait. Non. Un seul mot. Calme. Net. Ma mère cligna des yeux. Comment? Vous ne viendrez pas vivre chez moi. Le silence devint total. Ma chaise grinça légèrement quand je me levai, quittant la chaleur de la table. Je partis. La chaise resta là. Une minute plus tôt, elle était occupée. Désormais, elle était vide. Le trajet du retour fut silencieux. Mais pas un silence fragile. Un silence dense, solide dans ma poitrine. C'était l'instant précis où en moi, quelque chose cessait enfin de céder. Mon mari ne me demanda pas tout de suite à quoi je pensais. Il ne le fait jamais. Une main sur le volant, l'autre posée près de la mienne. Assez proche pour que je puisse la saisir, mais je ne le fis pas. Pas encore. J'avais plus besoin de silence que de réconfort. Arrivé chez nous, j'accrochai mon manteau, retirai mes chaussures et allai directement dans la salle de bain. J'ouvris le robinet, recueillis l'eau froide dans mes mains et l'appliquai sur mon visage. Je me regardai dans le miroir. J'avais l'air calme. Trop calme, peut-être. Les yeux secs. La mâchoire serrée. C'est le calme qu'on ressent après avoir avalé des tempêtes pendant des années. Je ne pleurais pas. Je ne tremblais pas. Je pris une serviette, séchai mon visage, puis m'assis à mon bureau. La lampe dessinait un cercle de lumière sur le bois. Mon ordinateur portable m'attendait. Je l'ouvris. La première chose que je fis fut de bloquer leur numéro. Pas par méchanceté. Par nécessité. Chaque fois que je tentais de poser une limite avec mes parents, tout recommençait pareil. Je fixais une règle, ils se mettaient en colère, je culpabilisais. Ils s'excusaient, puis faisaient comme si rien ne s'était passé. Je ne pouvais plus tourner dans ce cercle. Je sélectionnai leurs contacts et appuyai sur bloquer. Le clic fut discret. Une rupture nette, qui ressemblait pourtant à une tâche ordinaire. Ensuite, je vérifiai la sécurité de la maison de vacances. J'ouvris l'application. La carte apparut, ainsi que l'image du Porsche. Le système était activé. Je renforçai les paramètres, nouveau code, double authentification, alerte de mouvement plus sensible. Je supprimai leurs anciens accès. Je configurai les notifications pour qu'elles arrivent directement sur mon téléphone et celui de mon mari, sans délai. Puis j'ouvris un dossier intitulé Documents. À l'intérieur, 6 années de paiement du crédit immobilier effectué pour eux. Rien de compliqué. De simples relevés mensuels, des justificatifs de virement. Sur les marges, j'avais noté quelques dates, quelques rappels. Quand mes parents m'appelaient autrefois pour demander de l'aide, je ne relisais pas ces pages. Pas besoin. Les dates racontaient toute l'histoire. Elles dessinaient un schéma. Une vérité. Je regroupai le dossier en un seul fichier compressé et l'enregistrai dans un endroit facile d'accès. Je ne comptais pas m'en servir contre eux. Je voulais rester honnête avec moi-même. Me rappeler que tout cela n'était pas une invention de mon esprit. Mon mari s'était appuyé contre l'encadrement de la porte, me regardant en silence. « Tu veux en parler » demanda-t-il. « Pas encore. » Il hocha la tête et retourna au salon. Pas de soupir, pas de reproche.
Il m'offrait de l'espace. Exactement ce dont j'avais besoin. J'ouvris une nouvelle page. Ce n'était pas pour me venger. C'était pour voir clair. Je listais chaque facture payée pour mes parents. Chaque mois où j'avais couvert leurs dépenses. Chaque fois où j'avais modifié mon emploi du temps, mon budget, mes projets. Je ne cherchais pas à calculer une dette. Je voulais en être témoin. Ligne après ligne, les chiffres apparaissaient, simples, neutres. Quand j'eus terminé, je fermai le fichier. Je ne l'enregistrai même pas. Vers minuit, je me rendis à la fenêtre. Les lumières de la ville brillaient au loin, floues et douces, comme si quelqu'un avait étalé de la peinture dorée dans le ciel. En contrebas, j'entendais le passage régulier des voitures à travers la vitre. Le monde continuait d'avancer. Même quand, enfin, on cesse de faire ce que les autres attendent de vous. Mon mari s'est approché et a posé une tasse de thé chaud sur le rebord de la fenêtre. Ses doigts ont frôlé les miens. « Ça va » a-t-il murmuré. « Je crois. » Nous sommes restés là longtemps. Sans parler. Nous respirions au même rythme. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression d'avoir enfin les pieds sur un sol stable. Le lendemain matin, je me suis réveillée l'esprit clair. Douche, cheveux attachés, tenue de travail. Chaque geste semblait précis, presque symbolique, comme si quelque chose changeait en moi. Avant de sortir, je me suis arrêtée devant le tiroir près de la porte d'entrée. Je l'ai ouvert lentement. À l'intérieur, un trousseau de clés, le double de mon appartement, la clé de mon bureau, et celle de la maison de vacances. Je l'ai prise. Le métal était froid, les bords légèrement coupants. Ce petit morceau d'acier représentait 6 années de responsabilité silencieuse, d'efforts ignorés. Je l'ai serré jusqu'à sentir son empreinte dans ma paume. Puis je l'ai reposé délicatement, presque comme un geste rituel. Au travail, tout me paraissait plus net. Les claviers crépitaient, les imprimantes ronronnaient. Je me suis plongée dans mes dossiers avec une concentration que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. Vers midi, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Je n'ai même pas ouvert le message. Je l'ai supprimé. Mes nouvelles règles ne tiendraient que si je les respectais. La journée s'est écoulée normalement. En rentrant, mon mari, Ryan, était assis sur le canapé, un livre à la main. Je me suis installée près de lui et j'ai fermé les yeux. Mes épaules étaient détendues. Le silence de la maison ne ressemblait plus à un manque. C'était simplement mon espace. Une limite n'est pas un mur. C'est une ligne que l'on trace pour soi. Le soir, j'ai vérifié l'application de sécurité. Tout était verrouillé, calme. J'ai éteint la lampe. Je ne réparerai plus ce qu'il brisait. L'appel est arrivé un mercredi matin, en pleine réunion. Mon téléphone a vibré une fois, puis une deuxième. Numéro inconnu. Je suis sortie dans le couloir pour répondre. Un policier m'a expliqué qu'il se trouvait devant ma maison de vacances. 2 personnes affirmaient être mes parents. Elles avaient utilisé une clé pour entrer, mais l'alarme s'était déclenchée. Il m'a demandé si je pouvais venir. J'ai rejoint Ryan à son bureau, pris mon manteau. Ils sont là-bas. Nous sommes partis. En quittant la ville, la route m'a paru interminable. Quand nous avons tourné sur le chemin de gravier, j'ai vu la voiture de police. Gyrophare éteint. 2 agents près du porche. Mes parents étaient assis sur les marches, à côté de 3 vieilles valises dépareillées. Ma mère m'a regardé avec un air presque soulagé. Pas coupable. Comme si elle s'attendait à ce que je règle tout. Elle s'est levée. Dit au policier que tout va bien. Nous avons le droit d'être ici. L'agent m'a demandé s'il s'agissait bien de mes parents. Oui. Mais ils n'ont pas l'autorisation de rester. Ma mère a blêmi. Mon père s'est levé, a épousseté sa veste, agacé. Nous ne sommes pas entrés par effraction. Nous avons utilisé la clé que tu nous as donnée. Cette clé était réservée aux urgences. Pas pour vous installer. L'agent m'a demandé si je souhaitais porter plainte pour intrusion. J'ai répondu non. Je voulais seulement qu'il parte. Ma mère s'est mise en colère. Elle m'a accusé d'ingratitude, après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Ryan s'est placé près de moi, silencieux mais présent. Les policiers ont conduit mes parents à la voiture. Les valises sont restées un moment sur le perron, comme des objets oubliés. Un serrurier est venu plus tard changer toutes les serrures. Il m'a remis les nouvelles clés. Elles semblaient solides dans ma main. Quand la voiture de police a disparu, la maison a retrouvé son silence. J'ai verrouillé la porte moi-même, puis je suis partie. Le lendemain matin, je me sentais légère. J'ai préparé du café et regardé le soleil se lever sur la ville. Plus tard, ma cousine, Sarah, m'a appelée. Elle parlait avec prudence. Mes parents étaient retournés chez ma sœur.
Mais ma sœur ne les avait pas laissés entrer. Ils vivaient désormais dans un petit appartement en périphérie. Ma mère avait dû accepter un emploi à temps plein pour payer leurs charges. Le soir, mon téléphone a vibré encore. Un message vocal de ma mère. Sa voix était faible. Elle reconnaissait leurs erreurs et voulait parler. Je n'ai pas tout écouté. Mais je ne l'ai pas supprimé non plus. Certaines personnes ont besoin de temps avant qu'on puisse leur pardonner. Je me suis installée à mon bureau et j'ai consulté le site de location où figurait ma maison de vacances. Les photos montraient la lumière entrant par les fenêtres, les sols impeccables. C'était agréable de la voir ainsi. De savoir qu'elle m'appartenait. Que j'en ferais ce que je voulais. J'ai finalisé l'annonce et refermé l'ordinateur. Parfois, être libre ne signifie pas faire du bruit. Cela signifie simplement qu'on ne vous utilise plus à mauvais escient. J'ai enfin tracé ma propre ligne.